Revenons sur l'actualité macroéconomique, l'actualité des banques centrales et l'actualité géopolitique également qui marque ce début de semaine. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Un commentaire effectivement alors sur ce qui apparaît être une nouvelle escalade de tensions entre l'Ukraine et la Russie depuis le bombardement, l'attaque contre le pont reliant la Crimée et la Russie ce week-end au-dessus du détroit de Kerch, et donc cette série de bombardements sur différentes villes et régions ukrainiennes, bombardements russes évidemment à l'œuvre depuis plusieurs heures maintenant. Une réunion du Conseil de sécurité est présidée aujourd'hui par Vladimir Poutine côté russe. Quand on regarde la manière dont le marché digère cette escalade, on a malheureusement le sentiment que les investisseurs se sont préparés d'ores et déjà à ce genre de scénario et d'augmentation de la tension. Effectivement, il n'y a malheureusement pas grand-chose à ajouter ni à faire de ce point de vue-là, sinon subir la situation. On pense évidemment, y compris sur les marchés de l'énergie, que ce scénario d'un conflit qui dure, qui s'installe dans la durée, qui se durcit également, il est largement dans les prix. On comprend bien que de toute façon, l'hiver sera déjà suffisamment compliqué à gérer dans un certain nombre de pays. Et je crois qu'au-delà de ça, évidemment, au-delà de la situation dramatique en Ukraine même, pour l'ensemble du continent, il y a quand même deux leçons à tirer récemment. La première, celle de l'unité réaffirmée de tous les membres européens, au-delà même de l'Union européenne. On pourra imaginer qu'un soutien qui dure. Pour le moment, il y avait aussi un scénario peut-être alternatif d'une forme de distanciation vis-à-vis de l'Ukraine, parce que ça coûte cher, c'est terrible à dire, mais c'est effectivement un soutien qui a un coût politique aussi pour un certain nombre de pays. Et je crois que ce n'est pas le cas. Cette unité, elle est réaffirmée. Et puis d'autre part, on a parlé de stockage, de consommation, de réduction de la consommation de gaz, d'électricité en général. C'est vraiment au-delà de l'hiver, le scénario 2023 et des années à venir qui est vraiment le plus important. On construit aujourd'hui, par les décisions qu'on prend, une plus ou moins grande dépendance à cette question énergétique dans les années à venir. Donc je crois que vraiment, au-delà de l'urgence à court terme, se pose cette question du moyen terme à laquelle l'Europe se prépare du mieux qu'elle peut. Je pense que voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Effectivement, des investisseurs qui sont confrontés à ces multiples horizons en matière d'enjeux énergétiques, de souveraineté énergétique, notamment pour l'Europe. Alors, malgré tout, l'horizon du moment, quand on réfléchit à la macroéconomie et aux décisions de banques centrales, c'est un horizon de temps assez court, puisque les banques centrales sont désormais dans une approche meeting par meeting. Le prochain meeting de la Réserve fédérale américaine se tiendra les 1er et 2 novembre prochains. Frédéric, au regard des dernières données qui ont été publiées la semaine dernière, l'emploi américain notamment pour le mois de septembre, les données à suivre d'inflation pour le mois de septembre là aussi qui sont publiées cette semaine. Est-ce qu'il y a un doute encore sur le fait que la Réserve fédérale américaine fera autre chose que 75 points de base le 2 novembre ? Très peu, même s'il reste quelques jours, même quelques semaines avant cette réunion. On vient d'évoquer la situation en Ukraine. Évidemment que dans des situations ou dans des cas extrêmes de tensions géopolitiques ici ou en Corée, à Taïwan ou ailleurs, on peut tout à fait imaginer des revirements des banques centrales très rapides. La situation géopolitique, la question de la stabilité financière qui revient maintenant dans un certain nombre de marchés. On pense au yen qui est à nouveau au-dessus de 145 contre le dollar aujourd'hui, à des taux qui se tendent notamment au Royaume-Uni. Tout ça peut aller très vite. Donc toujours un élément de précaution tout le temps et de prudence. Maintenant, compte tenu des données du marché immobilier aux États-Unis publiées vendredi, donc des créations d'emplois au-dessus de 260 000, toujours très forte, un marché de l'emploi américain qui se porte plutôt très bien, le taux de chômage qui rebaisse. Il y a très peu de doute effectivement sur la détermination, en tout cas, de la Fed à poursuivre son resserrement monétaire jusqu'à ce qu'elle voit vraiment l'effet de cette hausse de taux, notamment sur le marché de l'emploi, sur les conditions domestiques. Il peut se passer beaucoup de choses dans le reste du monde tant qu'on ne va pas, là aussi, c'est un peu malheureux de le dire, mais c'est la réalité, vers une crise majeure ou un accident de liquidité majeur dans un grand marché, la Fed ne capitulera certainement pas. Donc effectivement, 75 points de base très probable en novembre. Et au-delà, cette dynamique sur le marché de l'emploi, cette dynamique sur les salaires, qui malgré tout commence à s'essouffler sur un certain nombre d'indicateurs, sur l'inflation également, c'est évidemment le prochain chiffre à surveiller cette semaine. L'inflation du mois d'août, qui avait surpris à la hausse, pourrait laisser place, très prudent là aussi, à peut-être une surprise à la baisse sur un certain nombre de prix des biens notamment, qui sont parfois même en chute libre, quand on pense au coût du transport maritime, à un certain nombre de disruptions des chaînes
de production qui sont quasiment maintenant complètement réglés. Tout ça peut quand même emmener peut-être des prix, on pense aux voitures d'occasion, véhicules neufs, qui peuvent commencer à corriger plus fortement dans les mois à venir. Donc ça aussi peut commencer progressivement à construire, disons, le cas pour une banque centrale aux États-Unis un tout petit peu plus prudente avant la fin d'année. Ce risque de liquidité, Frédéric, on l'a déjà évoqué avec vous ces derniers jours. Comment est-ce que la Fed pourrait éventuellement répondre à un problème de liquidité sur ces marchés de trésorerie, sur ces marchés monétaires, sur ces marchés de mortgage immobilier aux États-Unis, notamment quand elle regarde l'expérience britannique? Pour traiter un problème de liquidité, la BOE a mis jusqu'à 65 milliards de pounds sur la table en 15 jours. Et d'ailleurs, la Banque d'Angleterre annonce aujourd'hui vu que le marché n'a pas besoin d'autant d'argent, elle est quand même prête à donner tout cet argent à disposition, en tout cas aux acteurs de marché. Quelque chose d'assez disproportionné, qui peut sembler d'ailleurs assez disproportionné par rapport à la situation, la crise de liquidité britannique. Est-ce que c'est un exemple qui va faire réfléchir d'autres banques centrales dans la manière dont elles pourraient intervenir en cas de problème de liquidité? C'est déjà le cas, très clairement. Il y a une forme de schizophrénie monétaire aujourd'hui au Royaume-Uni et dans d'autres pays, à intervenir sur les marchés pour stabiliser en l'occurrence des taux longs et de l'autre part faire tout ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir monter les taux courts. Donc il y a quand même une forme de contradiction à première vue. C'est un cas qui, pour l'ensemble des autres banques centrales, sera traité de manière spécifique. Le Royaume-Uni, son système de fonds de pension, l'effet de levier dans le système, l'exposition à des produits dérivés, des produits de swap de taux notamment, tout ça est relativement spécifique. Il y a d'autres pays européens qui pourraient avoir quelques soucis similaires, mais pas dans peut-être les mêmes proportions. Donc la Fed ne va pas s'arrêter et encore moins prendre exemple Banque d'Angleterre pour faire la même chose. D'autant plus qu'un membre de la Fed, Christopher Waller, la semaine dernière, l'a dit très explicitement. Il a eu la question, et il a comparé cette question de la liquidité à l'approvisionnement et les prix des citrouilles autour d'Halloween. Effectivement, le lendemain, on n'a plus besoin du tout de citrouilles. C'est pas pour ça que la Banque centrale va intervenir pour stabiliser le prix des citrouilles. Donc la métaphore est quelque peu éloignée des préoccupations actuelles, mais on comprend l'idée. La Fed n'est pas prête à intervenir, sauf cas majeur de problèmes de liquidité dans le marché des trésoreries américaines. Et par ailleurs, elle a également, c'est l'argument de Waller, une facilité notamment de repo qui permet d'offrir des taux relativement attractifs. Il y a plus de 2000 milliards de dollars qui sont restitués quelque part, c'est sous ces termes, à la Fed par les fonds de marché monétaire notamment. Et donc il y a là aussi un cas très spécifique aux États-Unis, qui est un problème de plomberie monétaire non négligeable, mais qui n'est pas comparable à celui de l'Angleterre. Je pense que, pour faire court, la Fed serait prête à intervenir en cas d'accident sur le marché du crédit, notamment, vraiment quelque chose qui a un impact sur l'économie réelle et sur le financement des entreprises aux États-Unis. Et pour le coup, on est loin de ce type de risque pour le moment. Si on reprend le cas spécifique britannique, unique visiblement à ce stade, Frédéric, comment est-ce qu'on évalue le succès de l'intervention de la Banque d'Angleterre à ce stade ? Il est clair, ce succès. Dans les premiers jours, elle a pu faire passer un taux très long terme sur les gilts à 30 ans de plus de 5% à 3,7%, je crois, au point bas. On est de retour aujourd'hui à 4,5%. Je cite ces ordres de grandeur parce que ce sont des mouvements complètement insensés, inhabituels. L'effet en termes de duration d'un mouvement de taux de 100, 150, voire 200 points de base sur des maturités aussi longues est monstrueux sur les fonds de pension et sur toute l'industrie financière au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, c'est un succès. Il y a une forme d'ambiguïté là aussi où la Banque d'Angleterre était censée bientôt stopper cette intervention d'urgence et en réalité augmente la taille potentielle de ces interventions, là où elle n'a finalement dépensé que moins de 4 milliards depuis le début. Il faut être crédible pour éviter, donc c'est un filet de sécurité pour éviter un accident. Mais je crois que ce qui compte le plus aujourd'hui pour les marchés, ce qui peut permettre vraiment à ce marché de se stabiliser pour de bon, c'est qu'une forme de coordination soit remise en place entre la Banque centrale et le gouvernement. On a deux annonces aujourd'hui. La première, c'est que le budget complet, détaillé, pas le mini-budget, sera cette fois avancé à fin octobre, où il était prévu initialement d'être publié courant novembre. Et puis deuxièmement, on sait par le Financial Times aujourd'hui qu'une nomination très importante au Trésor va être vue et on va probablement nommer quelqu'un de l'intérieur, un insider avec une grande expérience au Trésor, plutôt que quelqu'un de l'extérieur qui aurait pu peut-être apporter un peu une forme d'exotisme budgétaire que les marchés n'auraient pas apprécié. Je crois que c'est vraiment ça.
Les marchés veulent savoir combien le gouvernement va dépenser, c'est aussi simple que ça, et s'il est possible, à quel prix, à quel niveau de taux d'intérêt, d'absorber ces nouvelles émissions du gouvernement dans les mois et les années à venir. Bon, rendez-vous d'ici la fin du mois, effectivement, 31 octobre, pour le détail de la stratégie budgétaire britannique. Frédéric, enfin, du côté de la Banque Centrale Européenne, est-ce que la plomberie en zone euro est suffisamment verrouillée, solide, pour envisager un début de réduction passive du bilan au début de l'année prochaine, peut-être ? Alors oui et non, la plomberie elle-même va être, je pense, modifiée. Il y a une question politique, j'allais dire, parce qu'on transfère à nouveau des montants importants aux banques commerciales, ce qui est normal quand on monte les taux d'intérêt, puisque la BCE traditionnellement rémunère les dépôts des banques commerciales auprès d'elle, et il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais compte tenu du niveau de liquidité dans le système, plus de 4 500 milliards d'euros, ce sont des montants considérables, et on imagine et on comprend, d'après les dernières rumeurs, que la BCE réfléchit à peut-être une forme de réduction, de limitation de ces transferts aux banques. Ça, c'est côté plomberie, mais côté marché de la dette, plus au sens large, si la BCE commence à réduire son bilan, il peut y avoir des effets de contagion au marché de la dette périphérique, en Italie notamment, et on est évidemment tout le temps dans un équilibre pour l'instant encore précaire, avant même de savoir vraiment et de connaître toutes les intentions du gouvernement en Italie. Donc je pense de ce point de vue-là, on a su la semaine dernière que la BCE n'était pas intervenue sur les 2 derniers mois, avec la flexibilité des réinvestissements du PEP, un élément plus technique qu'elle peut d'ores et déjà utiliser. Elle ne l'a pas utilisé. Le focus est vraiment sur son outil anti-fragmentation. Et je crois clairement, depuis le début des hausses de taux à la BCE, il y a finalement un consensus très fort entre Faucon et Colombe. On veut monter les taux directeurs, si possible à 2%, qui est à peu près le haut du niveau neutre selon les estimations. Pour faire ça, ne prenons pas de risques inutiles, entre guillemets, sur le bilan, et Klaas Knot l'a dit aujourd'hui, le gouverneur néerlandais, il y aura probablement au moins 2 réunions avant que la BCE commence à commencer à réduire son bilan. Voilà, étape par étape. Voilà pour la séquence de la Banque Centrale Européenne, avec une prochaine réunion décisive en matière de politique monétaire le 27 octobre prochain. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour cet éclairage de début de semaine. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence pendant cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.